Il existe actuellement un véritable décalage entre l'administration de la justice et l'opinion publique concernant le niveau de responsabilité et les peines attribuées aux personnes atteintes de maladies mentales. Dans ce documentaire, je me suis penché sur cette fameuse question de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, ce qui nous préoccupe ici, bien sûr, au Canada, mais également ailleurs dans le monde. Si la maladie mentale rend une personne prisonnière de sa tête, ne sommes-nous pas, nous, en tant que citoyens, pris en otage entre l'application de la justice, l'intérêt public et le droit des malades? Si on commence à dire qu'un parent qui tue, c'est de la maladie, bien moi, je pense qu'il y a plusieurs enfants, puis plusieurs femmes, plusieurs hommes qui pourront être en danger. La loi est soumise aux pressions culturelles avec tous les préjugés qu'il y a. Le gars qui a une maladie cardiaque, s'il ne fait pas ce qu'il faut, c'est lui qui va mourir. Tandis que celui qui a la maladie mentale est une bombe à retardement. Ça prenait pas grand-chose pour que je pète un plomb. Parce que je voyais pas la différence, comme entre le bien et le mal, on aurait dit. C'est les voix qui m'ont dit « tue-les, tue-les, tue-les ». Je l'ai pas tué, mais j'y ai fait mal. C'est pas parce qu'on a donné 21 coups de couteau qu'on est plus fou, on est peut-être plus enragé, on est peut-être plus en maudit, on est peut-être plus se venger, ou au contraire, peut-être qu'on est vraiment fou. J'ai été au pays de la folie, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de dangereux? J'ai rencontré des gens qui doivent composer avec la maladie mentale. Et pour certains d'entre eux, celle-ci les a amenés à commettre des gestes graves. Geneviève Pelletier en est atteinte depuis sa tendre enfance. C'est la schizophrénie. J'avais 6 ans quand je l'ai découvert. J'ai été à Sainte-Justine à cause de ça, en psychiatrie. Je faisais du délire. Puis je m'en faisais pour des bagatelles, des choses qui n'avaient pas de sens. Elle venait de fêter ses 18 ans lorsqu'elle a tenté d'assassiner sa mère. Je me rappelle devant le juge comment ça s'est passé. Ça a été quand même pas si pire. J'ai attendu, là. Il m'a dit, le juge, là, qu'est-ce que t'as fait à ta mère, dont toi? Moi, j'ai pas répondu. Puis après ça, il a dit 10 ans en prison, acquitté pour cause d'aliénation mentale. Max Munger a aujourd'hui 29 ans. Il a été hospitalisé 2 ans et 8 mois à Pinel pour avoir poignardé un individu. Il a été jugé non criminellement responsable. Il est actuellement sur le chemin de la réhabilitation. À 14 ans, j'ai commencé à me sentir un peu bizarre, mais je ne l'ai pas dit à ma mère. Tu vois ton enfant qui a des problèmes, qui se parle tout seul, tu sais pas si c'est de la consommation, tu sais pas si c'est des problèmes d'adolescence, puis tu sais pas quoi faire. J'entendais des voix, puis je savais pas comment répondre à mon statut, puis je savais pas comment j'étais en dedans de moi-même, puis j'étais pas capable de me comprendre. Guy Turcotte a passé moins d'1 an à Pinel pour le double meurtre de ses enfants, Anne-Sophie, 3 ans, et Olivier, 5 ans. Au terme de son premier procès en 2011, le cardiologue est déclaré non criminellement responsable pour cause de dépression majeure et troubles de l'adaptation. En 2013, la Cour d'appel annule ce verdict. Guy Turcotte devra subir un nouveau procès. Pascal Morin. Cet homme est interné en psychiatrie à Sherbrooke depuis 2012 pour le triple meurtre de sa mère, Ginette Roy-Morin, 72 ans, et de ses 2 nièces, Laurence et Juliette Filion, âgées de 8 et 11 ans. Le téléphone sonne et c'est mon mari qui me dit il n'a pas passé par de détour. Il dit ton frère Pascal a tué Laurence, Juliette et ta mère. Au moment de commettre ces meurtres, cela faisait plus de 2 ans qu'il n'avait reçu aucun suivi psychiatrique. Il était pourtant connu comme un consommateur de drogue et d'alcool.
Je suis encore convaincue qu'il a pris une drogue qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. Ça l'a fait complètement disjoncter. Les deux fils se sont touchés. La question ne date pas d'hier. Il y a plus de 1000 ans, la société a choisi d'en excuser certains pour cause de folie. Mais l'avancement de la science nous permet de plus en plus aujourd'hui de se détacher du diable et de chercher les causes biologiques de la maladie mentale. Mais en même temps, on élargit cette définition si bien que plus de 300 maladies mentales sont aujourd'hui reconnues. Mais allons-nous trop loin, au point d'excuser le pire? Guy Turcotte, est-il coupable ou malade? C'est certain qu'il est coupable, dans ma tête à moi. Mais moi, j'aime pas le terme non responsable. Puis en quelque part, je crois que oui, il est coupable. Avec tous les comportements qu'il a eus, il en est arrivé à être coupable. La défense d'aliénation mentale, c'est un moyen de défense qu'on retrouve dans le Code criminel, et plus précisément à l'article 16 du Code criminel. L'article 16, d'après cette disposition-là, on dit « La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part, survenue alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux, qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. » Avez-vous été surprise d'apprendre qu'il puisse être non responsable pour une question mentale? Avez-vous déjà connu cet homme fragile? Non, jamais. Jamais. Puis en fait, la journée même des meurtres, je veux dire, on s'était chicanés la veille. Le matin, il est rentré chez nous en trombe. Il était allé sur Internet. Ça a été caché parce que c'était préjudiciable sur des sites pornographiques. Fait que voyez-vous, on cache certains détails aux jurés. Il a fait tout son après-midi en étant de garde. Je veux dire, ses dossiers ont tous été revus. Il n'a pas commis aucune erreur parce que les patients se sont inquiétés. Vous avez un événement où cette personne-là est allée aux vidéos. Quand on la voit, là, elle paye. Elle n'a pas de l'air plus folle que vous puis moi. On a tendance, en fait, à entrevoir la défense d'aliénation mentale uniquement à travers le procès de Guy Turcotte. Ce n'est pas une décision qui est représentative. Pour soulever avec succès une défense d'aliénation mentale, l'accusé doit remplir deux conditions d'ouverture. La première, qui est extrêmement importante, c'est, premièrement, l'accusé doit souffrir d'un trouble mental au moment du crime. C'est une chose de souffrir d'un trouble mental, mais encore faut-il que ce trouble mental ait entraîné chez l'individu, au moment de la commission du crime, une incapacité. Qu'il s'agisse d'une incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. L'incapacité de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais, ça, c'est véritablement le critère le plus important en droit pénal canadien. Ce type d'incapacité désigne véritablement une incapacité de juger de façon rationnelle. Ça, on l'a entendu beaucoup pendant le procès de Guy Turcotte. Effectivement, est-ce que l'individu était capable de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de son acte? La défense d'aliénation mentale, automatiquement, on doit penser à une perte de contact avec la réalité, soit avec des idées délirantes, soit avec des hallucinations, ou à une altération des facultés cognitives, démence, etc. Donc, on pense automatiquement à des troubles extrêmement sévères. Moi, j'entends pas de voix, mais c'est comme si on se sentait mal, la schizophrénie. J'ai ça, mais je suis pas violente. Je l'ai été une fois, puis je l'ai payé pour. Lorsqu'on parle d'une dépression tout court, c'est-à-dire sans intoxication, juste une dépression, de façon générale, en fait, tu peux pas soulever une défense d'aliénation mentale. Il faut être psychotique profond pour pouvoir être excusé de ce geste-là, pour moi. Si on pousse trop loin la défense d'aliénation mentale, ce qui va arriver, c'est comme un élastique. On l'étire, et à un moment donné, il lâche. Et là, on va abolir le moyen de défense. Et ça serait une erreur extrêmement grave. C'est un peu arrivé après la décision dans l'affaire de Guy Turcotte. L'opinion publique a réagi vivement. Et je sais par expérience qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment aliénées,
qui ont tenté de faire une défense d'aliénation mentale, ça n'a pas fonctionné. La maladie mentale, c'est quoi? À partir de quand mon voisin devient un être malade et non responsable? Le DSM-5 vient de sortir. Ça, c'est la Bible, la psychiatrie, c'est-à-dire la Bible diagnostique. Si je veux voir si ma malade est schizophrène, je vais prendre le DSM-5. Tous les symptômes vont être marqués et il faut que vous ayez tous ces symptômes-là pour dire c'est un schizophrène. Mais là, on est rendu que je pense qu'il n'y a pas personne qui n'est pas malade mental. Le tabagisme, l'apnée du sommeil, c'est dedans. Le syndrome prémenstruel, c'est dedans. Ça n'a pas de bon sens. Alors, vous voyez, on est parti du premier DSM où il y avait à peu près 150 diagnostics. Puis avec celui-là, ils sont rendus à plus de 300 diagnostics. Alors moi, je dis un peu comme l'autre avait dit, hein, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ici, beaucoup sont appelés, mais tous sont élus. J'ai appris que nous avions plus de risque de souffrir d'une maladie mentale dans notre vie que d'un cancer. La maladie mentale se divise en deux catégories, grave et légère. De manière générale, on parle de troubles légers quand le malade ne perd pas le contact avec ce qui se passe autour de lui. Prenons par exemple les troubles de la personnalité, le narcissisme, l'anxiété ou la dépression. Par ailleurs, la bipolarité et la schizophrénie sont classées parmi les troubles graves, car elles peuvent engendrer des psychoses. Le malade souffre alors d'hallucinations visuelles ou auditives. Traditionnellement, la défense de non-responsabilité était réservée à ces maladies associées à une perte de conscience. Mon fils être malade comme il a été, être déconnecté de la réalité comme il a été, souffrir comme il souffrait, c'est un mal que tu ne veux pas souhaiter à personne. C'est un mal qui est insidieux, qui est pernicieux, parce que le malade, ça y prend du temps de se rendre compte qu'il est malade. Les troubles mentaux sévères sont ceux où on note une perte de contact avec la réalité. C'est surtout ça. La personne ne sait plus qui elle est, où elle est ou dans quel monde elle vit. Quand il a été hospitalisé à Pinel, là, il y avait des voix presque 24 heures sur 24. Fait que donc, il se parlait continuellement, puis on sentait que ces voix-là étaient menaçantes pour lui. Max est un loser. Max, tu mènes à rien. Ça sert à rien que tu vives dans la vie, tu sers à rien. Vous en faites de même. Pas facile à vivre, c'est fatigant, mettons. Un message qu'il portait, il fallait protéger l'humanité. C'est comme ça, je pense, qu'on a expliqué le cas en cours. Oui. Il a vu des petites cornes sur la tête de mes filles. C'était le mal. Et par ailleurs, il les aimait. Énormément. Et votre mère? Aussi. Les gens qui sont psychotiques perdent cette capacité d'empathie, de se soucier de ce qui arrive à l'autre et de se soucier du tort qu'ils peuvent causer à l'autre personne, parce que leur réalité change. Toute personne qui tue dans la vie est malade. Mais de là à en faire un irresponsable, ça, c'est une autre histoire. Ça colle pas, puis ça me frustre encore plus. C'est comme maintenant la psychiatrie qui est au banc des accusés. Trouvez-vous? C'est attendant? Oui, récemment, c'est sûr que l'image de la psychiatrie en a pris un coup. Parce que souvent, on rend le psychiatre responsable d'un verdict qui a été rendu. L'expert voit ça d'une façon neutre. Il rencontre cette personne-là à un moment précis. Mais il prend pas le temps de s'assurer avec les familles communes qui fonctionnaient avant. C'était quoi ses habitudes? Oui, Dieu a dit qu'il prenait à l'occasion un petit joint de pote ou... Mais tu sais, une personne qui est manipulateur, que tu connais depuis des années, qui veut tout faire pour arriver à ses fins à lui, est capable d'en pousser une petite vite. Là où le bas blesse par rapport à la psychiatrie, c'est de faire le saut suivant. Est-ce que la maladie que vous avez vous empêche d'exercer votre libre arbitre? On passe du champ clinique au champ de la philosophie. Qu'est-ce que le libre arbitre? C'est au coin de quelle rue puis de quelle rue, ça, le libre arbitre? Est-ce quelqu'un qui peut me dire ça? À partir de quand est-ce que la souffrance vous empêche d'exercer votre responsabilité? Ben oui. Et donc, à ce niveau-là, vous êtes responsable, quant à moi. C'est trop facile de dire, ben, parce que vous avez une étiquette de maladie mentale, ben, vous n'êtes pas responsable. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas qu'à de monde qui ont aussi bien de fermer les cours, les criminels. Dans un procès,
des experts sont appelés et chacun a son interprétation. Est-ce que vous trouvez que c'est archaïque, ce débat contradictoire des opinions professionnelles? Ce que je dis, c'est qu'en cours de parcours, on a oublié ce à quoi sert un expert. Un expert, il est là pour éclairer un tiers parti, que ce soit un juge ou un jury, sur des notions qu'il ne possède pas pour qu'il soit éclairé à prendre la décision. Il y a un jugement qui est sorti à Drummondville d'un juge qui est venu dire « Je suis un peu déçu des experts qui se sont présentés devant moi. Ils ont davantage agi comme mercenaires à la solde de l'une ou l'autre des parties que comme des scientifiques et des professionnels de la science médicale psychiatrique. » Oui, je pense qu'il a raison. Bien souvent, c'est ce qui arrive. Puis en plus, vous savez que faire de l'expertise, c'est très payant. C'est de la bullshit, l'argent. L'argent, tu peux en faire n'importe où. Des expertises, il y en a à la tonne. Ce qui distingue des experts, c'est pas juste de faire un peu plus d'argent. Je dis pas que l'argent n'est pas un enjeu, que ça compte pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que la distinction des experts, ça fait un peu comme en politique, gauche-droite. La psychiatrie n'est pas une science exacte. La médecine, au départ, n'est pas une science exacte. Un art. La médecine, c'est un art. C'est basé sur un certain nombre de données probantes, données scientifiques, qui sont vraies au moment où elles sont vraies, mais qui ne sont pas permanentes, là. Alors une question se pose. Quelle est la véritable valeur de ces expertises qui permettent à une personne d'échapper à un verdict de culpabilité? Trouble d'adaptation, stress post-traumatique. Ces choses-là, là, vous nagez un peu dans le mou. Et à ce moment-là, c'est des questions d'interprétation, justement. C'est un diagnostic, oui. Ça peut être marqué dans le livre, mais souvent, dans la description de ce genre de trouble-là, c'est beaucoup plus flou que quand vous regardez la définition de la schizophrénie. Psychiatre, et souvent, un va dire noir, l'autre va dire blanc. Alors qu'au fond, on devrait tous deux dire la même chose et se baser sur la même science. Dans des cas comme celui de Guy Turcotte, par exemple, le fait que les gens se questionnent sur un cas où quelqu'un qui n'avait pas de diagnostic psychiatrique commet un geste comme ça, qui est un geste très grave, et puis peut invoquer un problème psychiatrique comme ça avec des experts pour dire qu'effectivement, à ce moment-là, bon, il est en psychose, etc. Donc, ça apparaît comme étant un peu gros, je dirais. Et donc, je pense qu'il y a toujours aussi cette question-là de justice à deux vitesses. Est-ce que c'est parce que lui, il avait les moyens de se payer un expert qui pouvait invoquer cette défense-là? Le système, il est fondé sur une approche qui est contradictoire. On appelle ça un système adversarial. Donc, à partir de ce moment-là, tu y vas avec les bonnes armes. Bien, moi, je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens qui sont biaisés. Et une des preuves de ça, ce qui est assez étonnant, c'est quand vous regardez, c'est à peu près toujours les mêmes qui sont experts en défense, c'est à peu près toujours les mêmes qui sont experts à la couronne. Il y a déjà des raisons de se poser des questions. Le travail des experts psychiatres serait évidemment simplifié si on pouvait établir un test objectif qui démontre la présence ou non d'une maladie mentale. Ces années, on a essayé de trouver le point dans le cerveau qui est associé, disons, à quelque chose d'énorme, comme la criminalité. Ah, il est criminel. Comme si c'était des empreintes digitales ou si c'était la génétique puis l'ADN. Ce n'est pas ça. La fiabilité, on l'obtient seulement par la juxtaposition de plusieurs types de mesures, dont les mesures cérébrales, mais d'autres mesures aussi. Mais les gens attendent tout de même ça, en quelque part. Ils veulent qu'on définisse la mesure magique qui va nous permettre d'identifier la problématique, que ce soit la psychopathie, la délinquance sexuelle ou toute autre problématique. Or, dans les faits, on sait que c'est beaucoup plus complexe, surtout quand cette réalité-là concerne le psychisme et le comportement humain dans toute sa complexité. Tranquillement, avec l'arrivée des scanners, on s'est aperçu que les schizophrènes n'avaient pas des cerveaux comme les autres. Au moins, on commence à croire qu'il peut y avoir certaines causes physiques à la maladie mentale au niveau du cerveau. Le comportement humain est complexe et les humains sont des êtres aux multiples facettes. La neuroscience commence à peine à comprendre comment naissent les différents comportements humains. La neuroscience ne sert pas à prédire les actions des humains, elle sert plutôt à comprendre les bases neurologiques de leur comportement. Les gens veulent savoir si la colère peut être assez puissante pour pousser une personne à en tuer une autre, et si elle peut justifier un tel geste. Mais aucune théorie scientifique connue ne permet d'obtenir une réponse positive.
La plupart des gens croient que l'imagerie cérébrale permet de pénétrer dans l'esprit des sujets, alors qu'on observe plutôt la structure du cerveau. La technologie a beaucoup évolué, mais on n'arrive pas encore à trouver la cause biologique de nos actions. Généralement, les gens en colère n'en viennent pas à tuer. Alors on ne peut pas prétendre que la colère est la cause d'un acte aussi agressif. Il dit qu'il veut tuer ses enfants. Est-ce que ça fait 2 semaines qu'il a acheté, je ne sais pas moi, des cordes, des couteaux ou des choses semblables? Donc, est-ce que les pensées, les comportements se suivent? Est-ce que les affects suivent aussi? Que quelqu'un commette des gestes aussi sordides, c'était tellement aberrant qu'à un moment donné, l'être humain va se dire « Oh mon Dieu, c'est pas possible que quelqu'un sain d'esprit fasse ça. » C'est sûr que c'est pas satisfaisant pour l'ensemble du public. On voudrait des preuves solides. Il y en a pas. Été sous l'impression que le droit allait évoluer à peu près au même rythme que la médecine. Et je dois vous dire que c'est une erreur de penser ça. La différence entre la définition médicale et la définition juridique des troubles mentaux, elle est relativement simple à comprendre. C'est parce que les objectifs de la médecine et les objectifs du droit criminel sont complètement différents. L'objectif de la médecine, c'est quoi? C'est de diagnostiquer et de traiter les maladies mentales. L'objectif du droit criminel, c'est de déterminer les limites de la responsabilité pénale. L'imagerie cérébrale donne des images merveilleuses aux allures très scientifiques. Elles sont très convaincantes, peut-être même plus que le discours d'un expert. Alors il est très important que les juges et les jurés comprennent les limites de ces images pour éviter qu'on les surestime et qu'on leur accorde trop d'importance. Et c'est pas un fourre-tout, la folie. Bien, ça l'est, bien, présentement. C'est comme l'excuse pour bien des choses. Et encore là, c'est vrai que c'est pas une partie gagnée d'avance. Mais personnellement, je pense qu'il faut, comme je vous dis, si mes pairs en viennent à dire que c'est une folie, parce que ça, il faut vivre avec ça, qu'il y a un autre procès, puis peut-être qu'ils vont dire, ouais, finalement, on pense vraiment qu'il a viré fou. C'est pas moi qui ai la vérité absolue, là, je vais être obligée de me plier à ça. Par contre, présentez donc les faits, puis présentez donc la notion médicale comme il se doit. Une grande question se pose. Est-ce que de plus en plus, nous allons associer la criminalité à une maladie du cerveau et trouver des excuses biologiques aux meurtriers? Si la science reconnaît de plus en plus que la maladie mentale peut engendrer des comportements criminels, il risque d'y avoir davantage de ce type de défense devant nos tribunaux. En parallèle, notre société a choisi un jour de désinstitutionnaliser les malades mentaux et de les intégrer à la société. On voit quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, on a tendance à vouloir éviter. Puis je pense que c'est ce que la société fait, on veut éviter le problème. Je travaille au centre-ville, on est confronté continuellement avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, manifestement. Puis je pense qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions parce que ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Alors, dans le cas de ces malades, quels sont les enjeux auxquels notre société est confrontée? Sommes-nous plus à risque? Comment trouver le juste équilibre entre le droit des malades et la protection du public? Moi, j'ai sorti de l'asile, mais l'argent qui devait suivre dans la communauté n'a jamais suivi. Bien là, demandez-vous pas pourquoi il y a du monde qui se promène sur la rue puis qui se parle tout seul. We went through a period of what's called deinstitutionalization, where we released people from long-term psychiatric hospitals and put them into community settings with absolutely no support, or something just like maybe a psychotherapy session a week. That's not enough support. And guess what? It didn't work. It was a grand social experiment. It didn't work. And so now we see people being trans-institutionalized and migrating horizontally then into the criminal system. La personne est non criminellement responsable. On a un devoir de l'encadrer ou d'avoir des exigences plus grandes que ce qu'on voit en ce moment. L'institutionnalisation, au départ, c'était pas juste parce que les docteurs avaient envie de garder du monde des asiles, c'est parce qu'il y avait une pression sociale importante qui disait « laissez pas sortir les fous, gardez-les avec vous autres ». Alors, si on revient à ça, on va revenir à l'autre balancier. On va dire, écoute, on ne prend pas de risque. Dès que vous rentrez, là, le moindrement que vous avez déjà été dangereux, moi, je dis, je ne peux pas prendre de chance du gars-là, moi, regardez, là, c'est fini. Notre système judiciaire recherche l'équilibre entre la punition et la réhabilitation. Pour y arriver, il y a de grands enjeux liés à la gestion du risque et à la dangerosité de ces malades qui, un jour, reviendront vivre dans notre société.
Au cours des dernières années, ces questions ont surtout été approfondies pour les délinquants sexuels. Ce qui fait que les patients psychiatriques ont de la difficulté à rester ou à vivre à l'extérieur, c'est l'hébergement puis une vie sociale. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous êtes en forme? Oui. On va se faire une petite mise en forme de quelques minutes. Alors, on s'étire, on commence par s'étirer, puis on baille, c'est ça? Oui. Quand tu es tout seul dans ta maladie, quand tu entends des voix, quand la seule personne que tu peux parler, c'est un être qui n'existe pas, mais tu as besoin d'une espèce de contention humaine. Et la contention, pas au sens négatif du terme, mais d'être entouré, c'est peut-être un meilleur terme. Alors oui, il y a des activités communautaires qui sont offertes pour les gens qui sont très malades, mais certainement pas en nombre suffisant pour maintenir ou contenir ces gens-là dans la société. Dû au manque de ressources humaines, la gestion du risque de réinsertion sociale mise principalement sur la médication. S'il fallait que tu les prennes plus. Est-ce que tu sais l'autre individu qui est à l'intérieur de toi? L'autre gars qui est dans ta tête? Quand tu prends pas tes médicaments, tu le connais. Oui. Ça peut être dangereux. Faut que je prenne ma médication. C'est pour mon bien. Mais pour mon bien à moi, là, moi, je représente le citoyen dehors, là. Si tu les prends pas, t'es une bombe à retardement? Faut que je les prenne. Je vais les prendre, puis je les prends rigoureusement. J'en prends 3 fois par jour, puis je vais le faire pour le restant de mes jours. Si c'est quelqu'un qui a une maladie mentale, qui a fait une réaction assez grave, on se doit de l'encadrer parce que, rendu dans le fin fond d'une campagne, qui va s'assurer qu'il prend ses médicaments, qui va s'assurer qu'il ne prend pas de drogue? Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a des contrôles qu'on se doit d'avoir. Mais c'est pas la même chose que de s'intoxiquer volontairement, par exemple, pour atteindre un autre état. Ou c'est cet état-là, peut-être, qui va faire que tu passes à l'acte, mais c'est excessivement difficile au niveau juridique de faire la part des choses. Souvent, les gens violents, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils ont pris de la substance, drogue légale ou illégale, qui a donné une désinhibition volontaire et qui a fait en sorte que là, il y a eu passage à l'acte, ça n'a rien à voir avec la psychose. Ou peu. Ça se peut. C'est en anglais, ils appellent ça bad or mad. C'est ça la grosse question, bad or mad. Un jour, il a été lucide, là. Tu sais, puis les médecins, ils expliquent l'utilité des médicaments. Hein? Fait qu'il fait des choix quand il prend pas les médicaments. Et quand il consomme des drogues, il connaît quand même l'effet des drogues. Fait que l'ensemble des comportements qu'il y a eu à travers les années l'ont mené à poser ce geste-là. When we think about people who go off of their medications and in addition use an illegal substance like crack, for instance, and then perhaps commit a crime, I believe that the individual is fully responsible for that choice. Dans chacun des pays visités pour la réalisation de ce documentaire, il nous a été donné de constater que les systèmes de justice sont unanimes sur un point. Si une personne n'est pas consciente de ses gestes, elle ne peut en être tenue responsable. Mais c'est lorsqu'il est question de définir cette conscience que tout se complique. I think people who have mental illness, who have committed a crime, have different challenges on their road to recovery. They have to come to terms with the crime that they've committed. They have to go through a period of self-reflection, of grieving, of shame, and also a time to make amends for that transgression. Come on, bigger. My sister Sarah came, and I asked her, what was it like for you, Sarah? You know, you were little. I think she was maybe 8 when I was having my first episode psychosis. And she said, it was really scary, and you frightened me. I thought you were going to come and hurt me, too. She said, I don't know if you remember, but sometimes you did threaten us. And I didn't remember that. And she said, but I understand. She said, I forgive you. She said, I understand it was your illness. And I said, it wasn't my illness, it was me. And I embraced her and apologized. And it was a deep moment to say I'm sorry. And I'm not going to blame the boogeyman. I'm not going to blame it on schizophrenia. I did that. I am capable of doing that. And I need
to take that into my heart and make sure that that never happens again.